Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec mon chat sur l'ombre. En fait, je l'ai intitulé L'ombre, le côté obscur de la force. J'avais très envie de parler de ce concept, en fait, de cet archétype qui est emprunté, le terme est emprunté à Nietzsche, mais qui représente vraiment, selon la psychologie analytique de Jung, vraiment le côté obscur de notre personnalité et qui est évidemment très très lié au concept de l'inconscient qui était formulé par Freud, hein, par son maître initial. Voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aborder en fait cette ombre qui nous fait si peur, cette ombre qui nous intrigue, cette ombre qui correspond finalement à tout ce qu'on a refoulé dans notre inconscient par peur d'être jeté de la part des gens qui ont joué un rôle très important dans notre vie, dans nos figures d'attachement, nos parents, nos grands-parents, certains éducateurs qu'on a appréciés particulièrement, etc. Et en fait, puisqu'on a eu peur de perdre leur affection à un moment donné, que ce soit en les décevant par un certain comportement ou certains aspects de notre personnalité ou même certains talents, on va le voir, à partir du moment où on a discerné que ça pouvait leur déplaire, que ce n'était pas acceptable, et bien dans le souci de leur plaire, on a refoulé ça, on a confié ça à une partie de nous-mêmes, je dirais à l'étage de l'inconscient. Voilà. Donc toujours dans ce souci de plaire à autrui, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on a cherché à se montrer aimable, on a cherché à se montrer courtois, on a cherché à se montrer gentil, toutes ces qualités hein, qui sont reconnues largement par la société. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a refoulé? La polarité hein, inverse, puisque vous savez que nous sommes la somme des qualités et des défauts de l'humanité, pour reprendre ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Et du coup, toutes ces parties-là, on les a, enfin, tout ce qu'on a nommé en fait des défauts, on les a refoulés, pensant que c'était complètement anormal, que c'était quelque chose qui pouvait être jugé de honteux, de répréhensible, etc. Donc, je vous rappelle quand même qu'on a des besoins universels et que parmi ces besoins, on a vraiment ce désir en permanence d'être aimé, ce désir d'être reconnu. Et du coup, pour pouvoir assouvir ce besoin-là, on s'est tous conformés en fait à un moment donné aux exigences de la société, aux règles qui étaient dictées par notre environnement. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est quelque part donné beaucoup de peine à cacher certaines parties de nous. Je vous le dis toujours, hein, en hypnose, on prend toujours cette métaphore qu'on a des boules multifacettes et qu'il y a certaines facettes qui sont conscientes et qui nous font dire voilà, je suis comme ça, authentique, pugnace, etc. Et puis d'autres qui font qu'on les relègue dans l'inconscient et on préfère les projeter chez les autres et dire que ça nous déplaît parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui est inconscient, à l'étage de l'inconscient, puisque inavouable, sous peine de prendre le risque d'être jugé à un moment donné par ceux que l'on aime et auprès de qui on a besoin en fait de se nourrir au niveau affectif. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez bien qu'avec ce mécanisme-là, on s'est construit un monde souterrain qui était énorme, qui était peuplé de tous ces refoulements, et en fonction de l'âge qu'on a, en fait, qui sont refoulés depuis très longtemps parfois. Néanmoins, toutes ces facettes-là, elles existent, elles ont une énergie qui continue de vivre, qui est vraiment vivante, pour ne pas dire explosive à certains moments donnés de notre vie. Et c'est ce qui fait que cette fameuse ombre, puisque c'est ce qui constitue notre ombre, hein, tout ce qui est à l'étage de l'inconscient et qui a été refoulé, elle menace, elle peut surgir à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin, elle veut se faire entendre. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a qu'en regardant vraiment notre ombre et en lui réservant notre meilleur accueil, hein, c'est vrai que j'aime pas cette expression à la mode qui dit genre accueil, 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 mais c'est vraiment ça en fait, c'est être capable de la regarder en face, de savoir même en rire parfois quand il y a quelque chose qui réagit comme ça dans nos projections, pour pouvoir à un moment donné regarder cet espace qui demande à être réintégré en soi, pour pouvoir se réunifier. Alors pourquoi j'ai intitulé cette vidéo L'ombre, qui est en fait le côté obscur de la force? Parce que en réintégrant nos ombres, on peut vraiment révéler notre puissance créatrice. Quand on comprend tout ce phénomène,
on ne peut pas se dire, bah, moi je me connais très bien, et on ne peut pas prétendre être complet si on n'a pas été regarder notre inconscient, toutes ces ombres sous-jacentes. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir récupérer des parties de soi qu'on a refoulées par peur du rejet social, il va falloir faire un travail sur soi. Alors il y a plusieurs manières de réintégrer ces parts de soi, et puis il y a plein de façons de faire ce travail-là également. Alors ça, on le verra plutôt dans une prochaine vidéo, parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de choses à dire sur ce sujet. Mais ce qu'on peut déjà dire autour de l'ombre, c'est qu'évidemment, si on choisit de ne pas la réintégrer, de ne pas la reconnaître, vous pouvez être sûr qu'à tous les coups, vous allez vous confronter à des angoisses, à du stress, à toute forme d'inconfort, de malaise et de mal-être, allant même jusqu'à la dépression. Subir des colères excessives, des jalousies excessives, enfin tous ces traits en fait que vous avez refoulés, puisqu'en fait elles ne demandent, tous ces reflets de l'ombre ne demandent qu'à sortir, qu'à être reconnus. Alors ça se manifeste aussi sous forme d'obsession, puisqu'en réalité quand on a refoulé une partie de nous, je prends par exemple une femme qui s'est vue quitter par son mari, qui lui a dit moi j'en pouvais plus de tes colères, et qui se fait la promesse de plus jamais se mettre en colère avec le prochain, tant qu'elle se fait cette promesse-là, la colère, elle l'obsède jour et nuit. Et évidemment, c'est pas du tout, c'est loin d'être la solution en fait que de refouler des parties de soi qu'on a jugées à un moment donné ou qui ont été jugées comme étant inacceptables. Donc, dans les projections, ça c'est l'autre phénomène qui se produit en fait quand on ne veut pas reconnaître ses ombres. Alors ça c'est un phénomène que j'ai largement décrit, et je vous remettrai les liens de mes précédentes vidéos. Mais en réalité, la projection c'est quoi? C'est reconnaître que quand on a certains traits de caractère ou des qualités qu'on refuse de voir chez nous, en fait on va les voir chez les autres, on va les attribuer chez les autres. Alors, je parlais de qualité, je parle de défaut aussi, ça va dans les deux sens, c'est toujours pareil, tout est polarisé. C'est-à-dire que soit on va avoir tendance à idéaliser les autres, soit au contraire, on va avoir tendance à les mépriser. Ça marche évidemment dans les deux sens. Quand on est dans le cas du mépris ou même de la peur, parfois, eh bien, évidemment, on peut assez bien comprendre que tant qu'on ne fait pas ce travail de réappropriation, de reconnaissance de nos ombres, et ça va entacher largement nos relations interpersonnelles, qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis, de nos relations sociales, de nos relations professionnelles, etc. Alors tout ça, je l'évoque dans ma vidéo qui s'appelle L'univers fait partie de nous, là où je dis que nous sommes la somme des défauts et des qualités de l'humanité. Et évidemment, c'est un phénomène que Frank Lobé décrit très très bien, il l'exprime à merveille, notamment quand, dans sa citation que j'aime beaucoup, qui dit « Nous sommes des êtres de boue et de lumière, et l'un ne va pas sans l'autre ». En fait, il est évident que quand on prend conscience de nos projections sur les autres, ça facilite et grandement nos relations avec les autres, mais nos relations avec nous-mêmes aussi, évidemment. Donc dans les pionniers de la psychologie des profondeurs, Jung, je reprends Jung puisque c'est vraiment à lui qu'on doit ces concepts aussi bien d'inconscient collectif que d'archétype, et l'ombre c'est vraiment un archétype, ces principes d'individuation, de synchronicité. Il a utilisé en fait des tas d'expressions pour aller en fait se pencher, analyser, travailler et voir comment réintégrer, apprivoiser et je dirais même embrasser ces ombres. Dans les expressions qu'il a utilisées pour qualifier l'ombre, il a parlé parfois du côté ombrageux qu'on pouvait avoir, le côté ombrageux du psychisme. Il a parlé du soi réprimé, il a parlé de l'alter ego, il a parlé du côté sombre aussi de soi, du soi aliéné, de l'autre nous, de l'inférieur même répréhensible. En fait, c'est vraiment l'autre qui nous fait honte, quoi. C'est le côté négatif de notre personnalité, celui qu'on voit comme étant négatif, encore une fois, évidemment. Donc c'est vrai que l'ombre, elle paraît complètement incompatible avec aussi bien les idées reçues que les valeurs qu'on a pu recevoir dans le milieu dans lequel on a grandi. Pourtant, c'est pas quelque chose de mal en soi. Je dirais que l'ombre, si on la compare à la lumière c'est le moi conscient, je vous l'ai dit, ça produit automatiquement, à partir du moment où il y a lumière, il y a ombre en fait. Et donc la lumière produit une ère obscure qui est inconsciente et que l'on appelle
l'ombre. C'est vraiment cet air qui, entre nous soit dit d'ailleurs, est bien mieux vu par les autres que par soi-même. Nous, on a tendance à marcher guidé par la lumière, là où forcément derrière, les autres vont voir de manière beaucoup plus perceptible notre ombre. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de prendre conscience de nos ombres en interrogeant nos vrais amis. Il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle La part d'ombre du chercheur de lumière, je crois que c'est de Debbie Ford, et qui donne un certain nombre d'expériences comme ça à faire avec des amis pour dire voilà, vraiment là, dis-moi ce que tu me reproches. Et sentir en fait si ça réagit en nous, parce que parfois une personne, elle peut vous dire des choses, elle a l'impression de projeter des facettes d'elle-même sur vous, alors qu'en réalité, ça ne dit rien de vous. Parfois aussi, comme je vous l'ai dit, une personne, elle peut voir plus clairement votre ombre, et le fait de réagir en entendant les défauts qu'on cherche à cacher à tout prix, mais ça permet de les réintégrer plus facilement, parce que finalement, à qui on essaye de les cacher? Aux autres. Quand on sent qu'on n'a plus besoin de les cacher aux autres et qu'on est honnête avec soi-même, c'est beaucoup plus facile de réintégrer cette part de soi pour réunifier les parts en nous, plutôt que de chercher tout le temps à les cacher, à les refouler, chose qui va faire que, comme je vous l'ai dit, cette énergie volcanique, elle va chercher par tous les moyens à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, il y a d'autres manières aussi, je dirais, de façon plus personnelle, sans avoir à demander aux autres, ou à un professionnel plutôt en analyse, hein, parce que je me souviens d'avoir eu le plaisir de travailler à la période de mon adolescence avec une psychanalyste sur l'analyse des rêves. Et en fait, l'analyse des rêves, ça permet vraiment de déceler ces parts de nous. Parfois, on a tendance à assimiler des archétypes qu'on rencontre dans nos rêves, qui ont des formes tout à fait terrifiantes, à des cauchemars, et pourtant en fait ça n'est que la face cachée de notre ombre. Alors c'est intéressant de voir que finalement cette ombre, elle se manifeste la nuit, hein, en absence de lumière, à travers nos rêves, pour justement remettre de l'équilibre, de la vérité dans les mensonges qu'on se raconte. Voilà. Et je viens de terminer, c'est aussi ce qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo, le livre de Jean Montbourquette qui s'intitule Apprivoiser son ombre. Hein. Alors c'est vrai que faisant suite à tout le travail et le plongeon que j'ai fait avec Franck, où vraiment Franck il a cette facilité, ce petit truc que les autres n'ont pas, de pouvoir vous mettre directement face à votre ombre. Alors c'est très dérangeant, mais en même temps c'est ce qu'on vient lui demander. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien, et quelle puissance de faire ce travail pour justement pouvoir réintégrer des parts en nous et sortir de nos légendes personnelles. Voilà. Donc Jean Montbourquette, dans son livre, il utilise une expression qui dit si l'ego est l'endroit conscient de la personne, l'ombre en est l'envers inconscient. Et évidemment, j'aime beaucoup cette citation, puisque vous savez que j'ai tendance à utiliser toujours cette métaphore de pièce de monnaie pour vous montrer que tout est polarisé, y compris notre corps, y compris la terre sur laquelle on a nos pieds, etc., etc. Donc dans son livre, en fait, il explique que l'ombre, elle peut relever aussi bien du domaine familial que culturel, que institutionnel. Évidemment, au niveau de la famille, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? À transmettre des valeurs, des convictions positives, mais pas que, puisque tout est polarisé. Donc elle va aussi forcément transmettre des zones d'ombre, des zones de refoulement. Et ça, au niveau inconscient collectif même, hein. Parmi des exemples d'injonctions familiales qu'on peut retrouver, c'est intéressant de noter que la formulation, elle se fait toujours sur une base sur une construction de négation. En fait, derrière les injonctions, derrière tous ces interdits, c'est en gros, ça veut dire ne sois pas toi-même, ne sois pas un enfant. Hein, des enfants à qui, par exemple, on leur demande d'être adultes avant l'âge, parce qu'une maman malade, parce qu'une maman absente, etc. Parce qu'un enfant, un frère, par exemple, handicapé, donc l'aîné doit prendre le rôle d'endosser beaucoup plus de responsabilités que celui qu'on devrait donner dans l'idéal à un enfant. Ne sois pas intime dans les relations. Hein, quand, par exemple, nous, on a été trahis, on a l'impression que les autres, on ne peut pas leur faire confiance. Ne pense pas, surtout ne pense pas par toi-même, ne ressens pas, il ne faut pas ressentir certaines émotions. Voilà. Évidemment, vous comprenez bien qu'on pourrait creuser ces injonctions et voir à quel point elles ont participé à créer en fait l'ombre chez la personne. Alors toujours dans ce principe d'ombre, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment qui s'intitule Mettre un peu de clarté derrière les notions d'ego, d'inconscient, de conscient, de personnalité, etc. Une vidéo dans laquelle je vous remettrai le lien
dans la description, pardon. Et vous pourrez retrouver en fait les explications. Je parlais de la persona. Alors je vais quand même y revenir un petit peu parce que je crois qu'on ne peut pas parler de l'ombre sans parler de la persona. En fait, pour aller vraiment à l'essentiel, on peut dire que depuis Jung, le terme persona, ça signifie vraiment le moi social. C'est celui qui ressort après tous les efforts d'adaptation qu'on a déployés pour se conformer aux normes sociales, aux normes morales, aux normes de notre éducation, aux normes de notre milieu tout simplement. Donc la personne, en fait, à partir de là, elle rejette de son champ de conscience tous les éléments, c'est-à-dire les émotions, les traits de caractère, les talents, les attitudes, qui ont été jugés inacceptables à un moment donné par des gens importants de sa famille, de son entourage. Je vous l'ai dit, hein, ça peut être ses parents, ses grands-parents, ses proches, ses éducateurs, etc. Du coup, automatiquement, il va y avoir une contrepartie à l'étage de l'inconscient, et c'est ce qu'on appelle l'ombre. À partir de là, on peut facilement penser que le développement de la persona, elle va créer une problématique qui est assez claire. Disons que à partir du moment où on veut jouer les rôles sociaux qui nous ont été imposés, on va forcément courir le risque de perdre notre véritable identité, qu'on peut aussi appeler notre voix intérieure. Alors, sans aller jusqu'à perdre toute notre identité, l'activité de la persona, elle va créer une opposition entre le moi social et le moi intime, forcément, puisque la persona, elle veut à tout prix s'adapter à la société dans laquelle elle évolue. Du coup, le moi intime, lui, il va perdre de son importance, il va laisser la persona prendre plus de place, parce qu'elle, elle est toujours soucieuse de se conformer à ce qu'on attend d'elle, et donc au monde extérieur. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on ait autant de difficultés entre le besoin de nous adapter à notre milieu, et en même temps à développer notre moi intime, nos aspirations les plus profondes, etc. Donc pour bien mettre en évidence la polarisation qui se crée en fait entre les qualités de la persona et puis ce qui se joue dans l'ombre, qui est complètement polarisé avec ces qualités-là, ben, je vais vous mettre l'illustration que j'ai trouvée très intéressante dans le livre justement Apprivoiser son ombre. Voilà, je le mets à l'écran. Donc, en conscience du mécanisme de création de l'ombre, c'est normal qu'à un moment donné, tout parent s'interroge sur la meilleure éducation qu'il peut offrir à son enfant. Alors, à ça, moi, je vous dirais que la principale ligne de conduite à suivre dans cette socialisation de l'enfant, hein, qui est de toute façon nécessaire, ben, je dirais que, en tout cas, je pense qu'elle doit vraiment être orientée de manière à respecter les aspirations du moi intime de l'enfant. Parce qu'on le sait, se bâtir un moi social, de toute façon, c'est indéniable, c'est une nécessité. Du coup, le simple fait de penser qu'on peut éviter la création de l'ombre en fait, chez l'enfant, c'est complètement illusoire, c'est complètement utopique. Voilà, ce qui est plus problématique finalement que cette ombre qui est inévitable, c'est ce qu'on appelle le faux moi ou le faux self, hein, que vous m'avez déjà entendu dans d'autres vidéos parler de faux self. Pour bien comprendre cette notion, je reviens encore une fois sur la notion de persona, et je pense que là vous l'avez bien comprise, celle de permettre à un individu de s'adapter aux exigences de son milieu social pour l'aider du coup à se comporter en conséquence. Mais à un moment donné, ou dans certains cas plutôt, c'est pas à un moment donné, heureusement, il arrive que l'adaptation de l'enfant à son milieu, il se révèle pathogène. Du coup, c'est vraiment dans ce contexte, hein, quand on parle de milieu pathogène, qu'on va créer ce qu'on appelle le faux moi. Le faux moi, c'est vraiment un phénomène qui se développe dans la relation primaire avec la maman. Par exemple, quand un enfant il subit trop de frustration, son adaptation au monde, à un moment donné, elle va se faire sur le mode défensif. S'il découvre par exemple chez sa mère ou chez ses éducateurs qu'il y a beaucoup trop d'incohérences, à un moment donné, il va forcément chercher à se défendre. Et donc, s'il cherche à se défendre, c'est parce qu'il ressent ce monde comme étant menaçant, intrusif. Et du coup, le fameux moi social, la persona, donc, elle va s'arrêter, se stopper au profit du coup d'une persona qu'on dit armure, qu'on dit pathogène, qu'on dit encore faux moi, faux self, appelez-la comme vous voulez. Tous ces termes, ça regroupe la même signification. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, l'enfant ou l'individu en question, il n'osera plus exprimer ses émotions.
excepté évidemment les émotions qui sont acceptables ou ce qu'ils pensent être acceptable de la part de ces éducateurs. Du coup, dans le faux moi, ça va favoriser une ombre qui va être très virulente, ça va être une ombre qui est très profondément ancrée au niveau de l'inconscient. Et là, c'est bien plus problématique, évidemment. Alors, si je reviens à quelque chose de plus général, je dirais que à chaque fois qu'on va refouler une émotion, je vous l'ai dit, un talent, un trait de caractère, un comportement, etc., ben en fait, on rejette une partie de soi dans notre boule multifacette, du côté de l'ombre, du côté de l'inconscient. Et c'est autant de parties de soi. En général, il y a certains courants qui disent dans les 30 premières années de notre vie, on cherche à cacher, et puis tout le reste de notre vie, on cherche à les récupérer pour aller recycler toutes ces facettes de nous qu'on a enterrées. Et l'idée, évidemment, c'est d'aller recycler toutes ces ressources parce qu'elles représentent des richesses, des forces inouïes. C'est-à-dire que celui qui refuse de s'adonner à cette tâche, mais forcément, il va à un moment donné, comme je vous l'ai dit, prendre le risque de tomber dans une forme de vide intérieur énorme, d'obsession permanente, de phobie, toute forme de malaise et de mal-être. Alors on peut alors se demander pourquoi une personne à un moment donné, elle refoule des traits de caractère, des comportements, des émotions, etc. Ben, vous l'avez compris en fait, parce qu'elle cherchait à survivre dans un milieu qui l'empêchait d'être elle-même. Voilà. Donc cette peur, elle va s'exprimer de différentes manières. Ça peut prendre la manière de la peur de ne pas être aimé par les siens, la peur donc de perdre l'affection, la peur d'être isolé, la peur de se mettre dans une situation de honte, la peur d'être en dehors des normes en fait qu'on a reçues. Pour donner des exemples, par exemple, de torts causés par la peur d'être rejeté, on va prendre par exemple un enfant qui a été élevé dans une famille où le père était supra-violent à chaque fois que l'enfant il se mettait à jouer, à crier, à être un gosse quoi en fait. Tous les enfants, on sait, ils ont tendance à vivre pleinement, à passer de la joie aux pleurs en 2 secondes. Et en fait, l'enfant, il a capté que quand il avait quand il jouait un peu trop fort, quand il exprimait ses émotions d'enfant un peu trop bruyamment, le papa se mettait à être très nerveux, se mettait à se mettre en colère. Et pourquoi? Alors évidemment, le père n'étant pas le mal incarné, l'ombre incarnée, tout simplement parce que le père lui-même, dans son histoire, a dû endosser très jeune des responsabilités. Il n'a pas eu le droit d'être enfant, donc il va reproduire ce schéma éducatif avec son fils qui, à son tour, va inhiber, refouler des comportements, des talents, etc. etc. Voilà. Dans d'autres contextes qui peuvent être favorables au refoulement, c'est pas forcément dans l'enfance que ça se joue. Par exemple, vous prenez une femme qui a enregistré à un moment donné de par son mari que voilà, la femme qui je te quitte parce que je supporte plus ta colère. Si cette femme elle se promet de plus jamais être en colère, sa colère elle sera toujours sous-jacente et elle va chercher à l'obséder jour et nuit. C'est évident, c'est pas du tout la solution. Même chose dans des changements de vie complètement très importants, un changement radical. Prenez par exemple des anciens alcooliques qui se font la promesse de plus jamais retoucher à une goutte d'alcool et qui vont devenir très très intolérants avec toute forme de consommation d'alcool autour d'eux parce qu'ils n'ont pas du tout fait la paix avec ce comportement alcoolique sur lequel ils ont mis un arrêt radical. Je vous rappelle que le cerveau il supporte pas en fait tout ce qui est j'ai perdu le mot, tout ce qui est on va dire radical. L'interdiction totale, voilà. Alors j'ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, je vais terminer sur une série d'interdits qui touchent vraiment à l'expression de certaines émotions, de certains traits de caractère, de certains talents pour bien comprendre en fait quel genre d'injonction, quel genre d'interdits on a pu recevoir qui ont été à l'origine de ce qu'on a pu refouler à un moment donné dans l'inconscient.
Alors, cette liste d'interdits, hein, je me suis vraiment inspirée pour le coup de ce livre, Apprivoiser son ombre. Hein. Même chose, vous savez que j'aime bien citer mes sources. Et je vous incite même à le lire parce qu'il est vraiment intéressant, le livre de Jean Montbourquette, Apprivoiser son ombre. Dans le livre, il parle des interdits autour des émotions. Je les ai cités un peu tout à l'heure. Hein, quand on dit à un enfant, c'est bon, arrête de pleurer, t'es grand. J'ai déjà largement pris cet exemple dans toutes mes vidéos autour des émotions. Même chose quand on dit ah, c'est pas beau de se mettre en colère. Alors les émotions, ça peut être aussi l'interdit, tout ce qui touche au plaisir sexuel. Et donc du coup là, on rebondit sur une autre grande forme d'interdit, c'est tous les interdits qui portent autour de l'intimité. On n'a pas le droit de se lier d'amitié, on n'a pas le droit, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, de faire confiance aux autres. On n'a pas le droit d'avoir une vie intime. Il y a des interdits autour de devenir soi-même. Alors c'est quoi les interdits qui peuvent toucher à surtout deviens pas toi-même, j'ai dit tout à l'heure, ne pense pas, mais c'est aussi ne change surtout pas, n'attire pas l'attention des autres, ne sois pas une femme, hein, donc enlève toute forme de féminité, ou au contraire, ne sois pas un homme, mon fils, parce que les hommes, ça peut être mauvais, patati patata, etc., hein, par rapport à toutes les croyances limitantes de nos figures d'éducation qui nous ont transmis ce type d'injonction. Les interdictions parfois même d'avoir des loisirs, les interdictions d'être original, d'être fier de soi, de ses réussites, tout ce qui à un moment donné va nous mettre à l'écart pour nous mettre voilà, loin des autres, de la communauté. Il y a aussi tous des interdits qui portent sur les apprentissages. Même chose, très polarisé, hein. Tu n'as pas le droit d'apprendre, tu n'as pas le droit de dépasser ton père, ou au contraire, tu n'as pas le droit d'être ignorant, tu n'as pas le droit de ne pas savoir, hein. Quand on dit nul est censé ignorer la loi. Donc ça peut être vraiment des interdits très polarisés, soit d'être compétent, ou plutôt d'être incompétent, soit de faire des erreurs, soit de réussir. Ça peut être des interdictions d'avoir la foi, hein, sur des figures d'éducation qui ont été plutôt dans une forme athée. Des interdits qui portent aussi sur l'affirmation de soi, par exemple quand on demande de refuser d'exprimer, ou au contraire quand on demande une opinion. Toujours autour de l'affirmation de soi, c'est l'interdiction d'avoir des projets, l'interdiction de se dire qu'on est capable d'eux. Donc tous ces exemples d'interdits, je vous laisse vraiment en prendre conscience, vous poser la question de est-ce que moi à un moment donné j'ai eu cet interdit qui m'a été donné, sachant que les interdits ne sont pas formulés en général directement, c'est des interdits d'inconscient à inconscient, et les interdits d'inconscient à inconscient, il faut savoir que l'enfant il capte tout, il a des antennes énormes, et que la force de persuasion elle est d'autant plus forte quand ça se joue comme ça, hein, ces interdits, c'est ce que l'enfant capte qu'il n'a pas le droit de faire. Alors tout ça, ça va avoir pour effet évidemment de freiner la connaissance et le développement de toutes nos ressources, de toutes nos richesses personnelles. Et la seule manière de les réintégrer en soi, ça va être d'aller puiser à l'intérieur de notre inconscient toutes ces ressources qu'on a enfouies profondément. Alors ce travail, il demande évidemment de l'humilité, il demande du courage, il demande vraiment d'aller plonger dans son intériorité, que ce soit à travers des rêves, que ce soit à travers n'importe quel type de thérapie, que ce soit des thérapies plus longues comme la psychanalyse, ou même des thérapies brèves, hein. On va rechercher des ressources qu'on a cru avoir laissées de côté à un moment donné parce qu'on nous a dit, ou qu'on a cru qu'on n'avait pas le droit de. Et l'idée en fait, c'est d'aller à un moment donné oser se donner le droit de les exploiter, enfin de les recycler pour pouvoir les utiliser. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui ont peur d'aller faire ce travail-là, qui ont peur de leur ombre, parce qu'à un moment donné, ils ont compris que cette ombre, à force de l'enterrer, je vous l'ai dit, elle a une énergie tellement volcanique qu'elle va chercher à se manifester de manière de plus en plus violente. Et ce caractère un peu primitif, un peu sauvage de cette ombre, elle donne parfois l'impression que c'est vraiment un mal à éviter, et c'est vraiment dommage de penser ça, parce que il est vrai que l'ombre, elle a une nature difficile à cerner, qui exige vraiment de se poser des questions qui sont difficiles aussi à répondre. Mais quand on se réconcilie avec notre ombre, c'est vraiment une force créatrice, d'où le titre encore une fois. Voilà, de cette force du côté obscur de la force. Et c'est ce qu'on découvrira dans la prochaine vidéo. On va terminer là-dessus. Je vous dirais que si on n'avait qu'une chose à accomplir, peut-être ce serait justement d'accepter de réintégrer pleinement ces parts de soi qu'on a enfouies, hein, ces ombres, et qui sont vraiment la promesse de notre équilibre, de notre complétude, de notre épanouissement.
Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, peut-être à vous abonner ou à continuer à me donner des suggestions de thèmes. Merci infiniment. À très bientôt.